Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Gramont de l'agence Daily RP. Marie est attachée de presse depuis 15 ans maintenant. Elle a créé son agence il y a 10 ans déjà. Et elle est installée à Grenoble et ses clients sont essentiellement dans le monde des startups, des TPE-PME, des grands groupes aussi, des ETI. Et ses thématiques de prédilection sont essentiellement l'économie, l'innovation et la consommation. Marie a la particularité d'être quelqu'un qui sort des clous, qui aime sortir des clous, à tel point que d'ailleurs elle nous revient d'un voyage de 6 mois aux États-Unis en road trip en van avec sa petite famille. Mais au-delà de ça, Marie a toujours été une personne qui était plutôt à l'avant-garde des pratiques dans le monde des médias. Je pense notamment à l'époque où elle avait créé sa newsletter qui était d'abord hebdomadaire puis mensuelle, qui s'appelait Comme un lundi, une newsletter créée par 2 attachés de presse et envoyée à l'ensemble de la base de journalistes qu'elles avaient. Et aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans, Marie et Solène, qui sont toutes les deux des attachées de presse avec leur propre agence, mais qui collaborent énormément ensemble. Donc déjà, elles viennent encore une fois bousculer le fait que on peut être en concurrence sur certains projets, mais aussi on peut collaborer ensemble, quand bien même on fait le même métier et on touche la même cible. Et donc en cela, Solène et Marie ont une carte blanche qu'elles animent à la radio chez France Bleu Isère, et où elles vont parler justement dans cette carte blanche d'économie, d'innovation bien sûr, sur les acteurs économiques du bassin grenoblois. Aujourd'hui, Marie vient nous partager tout l'envers du décor sur le métier d'attaché de presse, tout ce que vous devez savoir sur les relations entre les attachés de presse et les médias et les journalistes en particulier. Et vraiment, elle vient nous remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, sur le monde de la presse. Donc on va reparler vraiment de la différence entre le monde de la presse et le monde de la communication, c'est-à-dire quelle est la différence entre partager de l'information versus partager et communiquer une offre en général, donc commerciale. Elle va aussi un peu nous redéfinir et surtout vulgariser certains termes qu'on entend dans le monde des médias qui, quand on est dans le secteur de la com, on connaît, mais quand on est dans le monde du tourisme, on ne connaît pas forcément, surtout si on a fait une reconversion professionnelle, qu'on ne vient pas du tout de ce monde-là. Et peut-être que vous en faites partie, vous avez atterri dans le monde de l'hébergement touristique et finalement, il y a des termes, le monde de la presse que vous ne connaissez pas du tout. Pour autant, vous avez envie d'en savoir plus parce que vous avez envie, bien évidemment, d'être notifié dans la presse qu'un reportage soit fait sur votre offre d'hébergement touristique. Alors, je vous en dis pas plus et je laisse place à Marie qui vient nous partager tous ses meilleurs conseils. Et honnêtement, je vous le dis, préparez-vous à une véritable masterclass parce que là, elle va vous livrer énormément de conseils et de véritables pépites. Alors, je vous souhaite à tous une très très belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'interview. Belle écoute. Et salut Marie, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast depuis le temps que je voulais te faire intervenir. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, très bien. Moi aussi, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui, d'autant plus qu'on va aborder un sujet que j'adore. Que tu maîtrises totalement, c'est pas pour rien que je suis venue te chercher. Alors pour la petite histoire, Marie et moi on se connaît depuis longtemps mais on s'était jamais vus en fait. On se suit, on se connaît, on a des amis en commun, mais c'est vrai que depuis plus de 10 ans que t'as ta boîte et moi je l'avais quand j'étais à Grenoble, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, on s'est suivis mais on s'était jamais vus. C'était quand même dingue je trouve. Et puis là, dernièrement, tu as fait un retour en force sur LinkedIn après avoir fait un super road trip aux États-Unis assez incroyable pendant 6 mois. Et là, tu pètes la forme et j'avais envie de surfer avec toi sur cette nouvelle vibe.
Donc, nous voici ensemble pour cette interview qui va parler clairement de ton cœur de métier, à savoir le métier d'attaché de presse. Du coup, première question sans transition, c'est quoi la mission d'une attachée de presse exactement, Marie? Grande question. En fait, un ou une attachée de presse, c'est une personne qui est chargée de promouvoir ou de gérer l'image et la réputation d'une entreprise ou même parfois d'une personnalité. Et l'attaché de presse, en fait, je le définirais comme l'intermédiaire, comme une courroie de transmission avec les journalistes. Et son job, c'est de prémâcher au mieux le travail du journaliste pour lui faire identifier un sujet qui est intéressant dans le cadre de sa ligne éditoriale et bien évidemment lui faciliter la compréhension de ce fameux sujet. Donc en Mhm. fait, le rôle du RP, c'est de veiller à ce que l'info, l'actualité soit communiquée de la bonne manière, en temps voulu et dans le contexte le plus approprié. Donc c'est vrai que pour parler, là j'ai fait un peu le tour théorique, hein, mais Mhm. pour parler un peu pratique et donner des exemples concrets de, en fait, on fait quoi au quotidien quand on est attaché. Mhm. Ça, c'est effectivement, ça va être très intéressant. Voilà, c'est que, si tu veux, je peux résumer un peu les choses de deux manières. D'un point de vue stratégique, notre rôle, c'est d'élaborer, d'exécuter des stratégies de RP. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va communiquer, à quel moment, auprès de quel journaliste et par quels moyens? Est-ce qu'on va le faire par le biais de communiqués de presse, de ce qu'on appelle des pitchs journalistes, par de la rédaction de tribunes? Est-ce qu'on va placer nos clients dans des podcasts pour notamment améliorer leur personal branding? On estime aussi, du coup, en fonction de l'actualité, de la notoriété de l'entreprise, est-ce qu'elle est connue, pas connue, combien de temps doit durer une campagne pour être efficace, en fait, avoir des résultats. Génial. Voilà, c'est assez complet. Et puis, d'un point de vue voilà, plus terrain opérationnel, on va vraiment créer tous les contenus qui vont être en accord avec l'image de l'entreprise. On va rédiger les communiqués, on va rédiger nous-mêmes les relances, donc elles peuvent être par écrit, par mail, par téléphone, les accroches qu'on va faire aussi quand on contacte les journalistes. On va se charger de diffuser l'info par les bons canaux. Et puis, on gère les demandes entrantes des médias. Donc, Mhm. tu vois, quand les journalistes veulent interviewer un porte-parole, nous, on se charge d'organiser les interviews. On va se charger de briefer nos clients. On envoie aux journalistes des photos, des vidéos, on répond à leurs questions. Enfin, on est vraiment, comme je l'ai dit, l'intermédiaire Mhm. entre les journalistes et les porte-paroles. Ok. Voilà. Et dans tes missions, tout ce qui va concerner, bon, je pense que ça va vraiment toucher mes auditeurs, encore qu'il y a des offices de tourisme et qui organisent parfois des conférences de presse. euh, il y a de l'événementiel aussi dans le monde de la presse, justement des conférences de presse, des accueils presse. Là, l'accueil presse, on pourra peut-être en faire un tout petit point focus parce que du coup, des hébergeurs et des offices de tourisme organisent des voyages de presse, enfin peuvent en tout cas, et ça. On se le garde pour plus tard, mais je sais que ça fait partie de tes petits outils que tu vas me sortir de ta petite mallette à outils. Euh, Justement, la partie, j'ai vu passer un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn à propos de ça. On va parler de résultats. Ouais. Il y a un point qui te tient à cœur. Alors, on va dire qu'en fait, notre métier, parfois, il est un petit peu compliqué à appréhender pour nos clients, nos prospects. C'est que de notre côté, on a en tant qu'attaché de presse, une obligation de moyens et pas Mhm, de résultats. Ça, c'est dans le code déontologique. Ça veut dire que, j'y reviendrai après, mais dans la presse, en fait, on n'est pas dans de la publicité. On ne peut pas garantir, dès le départ d'une campagne, eh ben, on va avoir tant d'articles dans tel média. Ça, c'est impossible. Si jamais on vous propose ça en début de campagne, c'est du bullshit, en fait. Enfin, on pourra pas, on pourra jamais garantir. C'est ce qu'on appelle le code d'Athènes. C'est régi, notre profession est régie par ce code-là. Néanmoins, évidemment que quand nous, on fait notre travail de RP, on a envie d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Ce qui veut dire mhm, qu'on va mettre en place les moyens qu'il faut et on va justement aller piocher, par exemple, dans la stratégie de communication globale, typiquement d'un hébergeur touristique. Peut-être qu'il a des temps forts dans l'année et on va aller voir quels sont les temps forts qui peuvent potentiellement intéresser les journalistes. mhm. En fait, on a Ok. vraiment cette intelligence-là, ce recul à apporter pour pouvoir accompagner et optimiser à fond les relations avec les journalistes et ne pas travailler dans le vent, en fait, hein, créer du contenu pour ne pas avoir de résultats. Ouais. Donc, voilà.
On peut être amené, pour revenir à ta question de l'événementiel, effectivement, à organiser des conférences de presse ou même, parfois on parle même pas de conférences de presse, mais peut-être d'événements plus globaux, pardon, dans lesquels on intègre un accueil presse, où il va y avoir d'autres publics, mais il va y avoir un accueil. Un temps fort sur la presse, ouais. Voilà, exactement. Donc là, on est là vraiment pour rythmer le temps et puis pour accueillir et puis pour mettre en relation les journalistes avec les bons porte-parole. Donc oui, enfin, en fait, notre métier, c'est tout ça. C'est à la fois de l'événement, c'est à la fois du relationnel, c'est de l'intelligence collective. Mm. Euh, on fait également de la veille sectorielle pour se renseigner sur le marché de notre client. On regarde ce qui fait l'actualité. On réfléchit à des prises de parole opportunes en fonction de l'actualité, justement. Et voilà, si je devais un Mm. peu clôturer cette première question, je dirais que notre objectif à nous, en tant que RP, c'est de booster la notoriété de nos clients, mais en le faisant de manière intelligente, réfléchie, qui est vraiment, et là j'insiste, pas du tout commerciale. Mm. On connaît très bien le monde médiatique, les codes du métier, et on fait en sorte d'avoir une approche éditoriale qui est hyper importante quand on parle à un journaliste, et c'est pas une approche de vente. Voilà. Oui, alors c'est une très belle conclusion et effectivement ça me rappelle mes cours sur les RP à l'époque. C'est que s'il fallait retenir une seule chose, c'est que presse, c'est totalement différent de la publicité, ce qui veut dire qu'on est dans de l'information et on n'est pas dans de la communication. C'est ça la grosse différence. C'est vraiment information versus communication et ça change totalement la donne. Et ça, c'est un gros sujet. Qui souvent a du mal à passer auprès de certaines entreprises, parce que pour avoir accompagné pas mal d'entreprises aussi, c'est qu'ils ont tendance dans leur communiqué de presse à vraiment vendre, quoi, Mm. à vendre, à pousser leurs produits, au lieu de s'intéresser à quelle est l'information que je dois faire passer au travers de mon produit. Mon produit n'est qu'un vecteur un vecteur, un canal de com, quoi. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu disais sur le côté événementiel, pour terminer sur ce point, je rattache ça au monde du tourisme. Il existe pas mal d'événements dans le monde du tourisme, hein, des salons, des, 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 des- des rencontres professionnelles. Et effectivement, il peut y avoir des tables rondes, surtout sur, par exemple, l'innovation et le tourisme 4 saisons. Il y a plein de thématiques là-dessus. Par exemple, moi qui ai évolué dans le monde de la destination de montagne, bah, voilà, quid du réchauffement climatique, on fait quoi demain, quoi, quand il n'y aura plus de stations de ski? Donc, voilà. Et ça, est-ce que c'est aussi le rôle de l'attaché de presse, justement, que tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé on aurait tendance à dire placement produit, mais non, en fait, c'est placement d'une personnalité pour son personal branding. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. C'est aussi ton rôle, ça, par exemple, de dire, ah tiens, il va y avoir une table ronde, allez, viens, on y va, faut que je te trouve un micro à cette table ronde, quoi. Ça fait partie aussi de ton job. Oui, tout à fait, ouais, ouais. En fait, aujourd'hui, le métier des RP, il a quand même beaucoup changé et on parle beaucoup des journalistes, évidemment, mais il y a toute la partie influenceurs, création de contenu et puis événements pour lesquels on peut rattacher nos clients pour Mm. les faire vraiment se positionner en tant qu'experts dans leur secteur. Ça, c'est très important aujourd'hui de prendre la parole, de véhiculer un capital confiance auprès de Mm. tout ton écosystème. Et ça passe effectivement par l'identification d'événements dans lesquels nos clients peuvent prendre la parole. C'est ça. Ça, je crois que tu as tout dit. C'est que le métier, c'est obtenir des temps de prise de parole Ouais, pour tout ton à fait. client. En Dans les fait, bons que ce soit, canaux, les bons voilà, mots. quel que soit le média, l'objectif, c'est à quel moment il a pris la parole, à quel moment on parle de nous, quoi. Ouais. Ok. Merci pour cette première question. Du coup, on a parlé journaliste. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que tu peux, toi qui les côtoies, est-ce que tu peux nous éclairer sur comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Voilà, c'est l'envers du décor. Est-ce que tu peux nous emmener dans l'envers du décor, dans les coulisses de la presse, des médias? Ouais. Alors, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur un point qui est vraiment important et que tu as commencé un petit peu à développer, le côté information vs communication. Il faut faire la différence en fait entre des relations de presse, de la pub, du public reportage. Rapidement, hein, mais en fait, vous C'est l'avez. bien que tu refasses les définitions. Ouais. Ouais, parce que c'est pas toujours clair et c'est pas évident quand on appréhende de loin le monde du journalisme en fait à comprendre. D'autant plus que parfois les messages peuvent être brouillés. Donc je refais juste un petit point. Mhm. Les relations presse, donc vous l'aurez compris,
on établit une relation de confiance avec les journalistes. Là, on peut parler de l'entreprise, des services, des produits, de manière éditoriale, du parcours, pourquoi pas, des fondateurs dans les médias. En fait, on va suggérer de l'info au journaliste que lui va juger ou non nécessaire d'en faire l'écho, hein, un article, un reportage, pour en informer ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, en fonction du média dans lequel il travaille. Donc, on n'est pas du tout dans la pub, on est vraiment... Là, on retrouve la caution du journaliste qui est libre d'écrire ce qu'il veut. On parle de la liberté de la presse, on est clairement dedans. Mhm. La pub, en fait, clairement, typiquement, les hébergeurs touristiques peuvent acheter un espace pub dans lequel ils délivrent le message de leur choix. C'est vous qui allez être complètement maître du message, de l'action. Il n'y a aucune implication journalistique. C'est en fait un travail de communication, de graphisme, c'est une pub. Et après, il y a le format, elle est entre les deux, qui est du publi rédactionnel. C'est souvent celui-là qui est mal compris et mal perçu. Mhm. En fait, le publi, c'est un texte qui est généralement rédigé par un journaliste où vous avez un droit de relecture et de modification parce qu'en fait, vous payez ce publi-reportage. Donc, il a une vocation qui est informative. On va quand même y mettre les codes d'un article, mais il reste l'unique point de vue de l'annonceur. Le journaliste ne va pas aller étayer, va pas aller chercher à mettre en exergue telle ou telle info. Il va rédiger pour vous et il va se faire un peu le porte-parole, mais on est dans quelque chose qui est payé, donc qui est contrôlé. Donc voilà les trois différences. Vraiment, les RP, le journaliste a le fin mot sur l'article, vous n'avez pas le droit de relecture, et la pub et le publi, c'est vous qui payez du coup le média, mais vous avez tout droit de vérification en fait sur le message final. Du coup, juste avant que tu continues, ça veut dire que sur la partie publicité et public rédactionnel, on est dans une image totalement maîtrisée. Il y a ce côté maîtrisé, tu l'as dit, hein, tu as employé le terme, et c'est bien que tu le redises. Et le côté RP, attention, c'est une image qui est pas du tout maîtrisée, parce qu'en fait, on a beau envoyer un communiqué, le journaliste est libre, tu as justement dit liberté de la presse, est libre de traiter le sujet comme bon lui semble en fonction de toutes les informations qu'il va collecter. Et du coup, ça peut être bien comme ça peut être pas forcément bon pour nous, quoi. Il n'y a pas cette garantie que ça aille forcément dans notre sens. Il peut y avoir parfois un risque. Alors oui, il peut y avoir, tu le dis, parfois un risque. En fait, je nuance parce que quand on fait appel à un intermédiaire un RP, si tu veux, on est quand même a priori garant des bons messages qui vont être véhiculés parce que l'idée c'est d'apporter de l'information qui est qualitative, qui va apporter une valeur ajoutée à la ligne éditoriale du média. Donc le communiqué de presse typiquement qui est le document vraiment qui fait le lien entre le journaliste et l'entreprise, va quand même résumer et véhiculer des messages qui auront été contrôlés par l'entité émettrice Mm. du communiqué. Ouais. Mais effectivement, derrière, nous, on ne peut pas garantir que tel message va être pris de telle manière ou peut-être qu'il va y avoir qu'une partie du communiqué qui va être Mm. reprise pour un dossier. Tout ça, en fait, c'est vraiment au bon vouloir du journaliste. Tout à fait. Quand même rare, notamment moi qui accompagne beaucoup d'entreprises dans l'économie, dans l'innovation et puis la conso, d'avoir des échos négatifs. Ok. C'est quand même à qui on adresse les communiqués, les infos, et généralement on travaille en bonne intelligence. On va rarement voir des médias qui peuvent être porteurs de polémiques. Mm. Mm. Donc, encore une Qui fois, emmène au clash ou à une voilà, polémique. Ouais, d'accord. voilà, Ok. voilà. Ok. On Du coup, je reviens du coup maintenant sur ma question après cet aparté. Du coup, les journalistes, tu l'as déjà dit il y a plus ou moins, mais alors concrètement, comment est-ce qu'ils travaillent? Comment ça se passe de l'autre côté? Ouais.
c'est vraiment important de comprendre leur quotidien, comment ils s'organisent pour bien travailler avec eux. Donc déjà, il faut avoir conscience des différents relais d'infos, de leur manière d'être organisés, des typologies de médias, ce que signifie qu'une ligne éditoriale, en fait, hein, ce qui est une ligne éditoriale. Et donc, rapidement, pour vous faire un petit état des lieux d'une rédac, on a les rédacteurs en chef, notamment dans les grandes rédactions. Tout pivote autour d'eux. C'est un peu les têtes pensantes qui distribuent les sujets aux équipes de journalistes ou de pigistes du coup vers qui en fait tout va transiter. Le rédacteur en chef, il a une vue sur vraiment tous les sujets qui vont paraître prochainement. Et il peut y avoir des rédactions plus ou moins grandes et parfois, dans une petite rédaction, il peut y avoir deux rédacteurs en chef qui se partagent le sujet, mais en tous les cas, c'est vraiment la personne qui est sur le terrain qui va organiser tous les sujets. Après, il y a les journalistes, donc qui sont les vrais relais de l'info, hein. Je ne dis pas que le rédacteur en chef ne l'est pas, mais les journalistes sont vraiment ultra terrain et ils peuvent travailler pour un seul média donné sur une ou plusieurs thématiques bien définies. Par exemple, dans les échos, on a enfin c'est une très grande rédac, on a beaucoup de journalistes qui s'occupent de thématiques hyper sectorielles, donc l'agroalimentaire, le transport, la politique, l'environnement, le tourisme. Donc il faut, quand on les contacte, savoir véritablement quelle thématique ils gèrent pour pas faire de hors-sujet. Mhm. Et puis après, on a dans l'entonnoir, hein, si je puis dire, les journalistes pigistes qui, eux, sont des journalistes indépendants qui ne sont généralement pas rattachés à une seule rédaction et ils collaborent donc avec différents médias. Donc, ils peuvent à la fois être force de proposition pour dire, bah voilà, moi j'ai tel sujet dans ma thématique, est-ce que je peux le traiter? Donc, ils demandent à la rédac. Ou alors, c'est à l'inverse, la rédaction qui commande des papiers au pigiste qui est spécialisé dans tel secteur. D'accord. Ça, c'est On déjà... les retrouve par exemple sur des éditions locales et régionales, par exemple. Ce sont ces fameux correspondants, souvent sur le terrain, par Tout à exemple. fait. Ouais. Ouais, tout Ok. à fait. Il peut y avoir, autant dans les grands médias que dans la presse quotidienne régionale, il peut y avoir des pigistes, ouais, tout à fait. Mm. Ok. Donc, faut également prendre en compte derrière la fréquence de publication des médias parce que on va pas travailler, on va pas informer de la même manière un journaliste qui travaille dans un média en ligne où il y a de l'actualité tous les jours qu'avec un média qui est publié tous les mois ou tous les trimestres ou voilà, il y a des temporalités dont il faut avoir conscience pour bien travailler et communiquer avec les journalistes qui évoluent au sein du média. Mais en fait, là où je dirais qu'il y a un gros point commun aujourd'hui, nous, dans notre métier, on parle d'un contexte d'infobésité. Mm. Ça veut Oui. dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les médias ont pris le virage du numérique. On voit beaucoup de médias papier, hein, ce que j'appelle moi dans le jargon les médias print, qui ont des déclinaisons web. Donc, il faut alimenter. Aujourd'hui, ils sont plus dans un journal qui boucle tous les mois. Non, ils sont aussi à côté dans de l'actualité qu'il faut produire tout le temps. Donc, il y a la digitalisation de la presse, il y a le fait que aujourd'hui, il faut alimenter les réseaux sociaux. Donc, il y a des médias, notamment les grandes rédactions, qui ont des TikTok, des comptes Instagram, des comptes X, donc anciennement Twitter. Mhm. Ça, faut alimenter. Donc, c'est quand même prenant. Il faut du contenu, il faut du temps. En parallèle, on a l'émergence de ce qu'on appelle les web radios, les web télé, les pure players. Donc, des pure Mm. players, ce sont des médias uniquement en ligne. Mm. Et voilà, et la vraie problématique pour eux, c'est de faire face à l'instantanéité de l'info et réussir à être polyvalent. On leur demande de décliner leurs articles papier au format web, de les relayer, hein, comme je disais, sur les réseaux, d'ajouter du contenu vidéo, d'enrichir d'infographies, enfin de contenu audiovisuel. Et alors, ok, les grandes rédactions, elles se sont organisées avec des journalistes web dédiés, des community managers, mais il y a beaucoup de journalistes qui travaillent dans des rédactions de taille moyenne et par la force des choses ont vraiment dû devenir des véritables caméléons. Et Mhm. ils sont obligés aujourd'hui de s'adapter au nouveau rapport au temps avec l'info en continu. Donc la réalité terrain, je vais vous sortir un chiffre qui est assez hallucinant, mais
je vous promets qu'il y a des journalistes qui peuvent recevoir jusqu'à 300 mails par jour. Ah ouais, c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme, voilà. Donc, c'est vrai que là, on se rend compte que nous, en tant qu'intermédiaires, que communicants, attachés de presse, on a un vrai rôle à jouer pour arriver à faciliter leur quotidien et à leur faire identifier des sujets clés qui leur font gagner du temps, en fait. C'est vraiment Ok. problématique. Parce qu'en plus, on peut s'imaginer que, ok, ils reçoivent 300 mails par jour, mais ils peuvent même pas se permettre d'en squeezer, d'en sauter, parce que dedans, ils peuvent peut-être passer à côté d'une info ultra pertinente, et donc ils ne peuvent pas se permettre de justement ne pas l'ouvrir, quoi, j'imagine. Alors, Donc, oui et non. Humainement parlant, tu peux pas. Enfin, d'accord. je parlais avec une journaliste il y a pas très longtemps qui m'a bien confirmé qu'à l'époque où elle travaillait dans un pure player, elle recevait plus de 300 300 pardon, mails par jour et qu'en fait, elle peut pas tout ouvrir. Donc, il y a des techniques. Quand toi, tu es émetteur de l'info, que tu veux envoyer un mail, bah, il y a des techniques pour que ce fameux journaliste t'identifie parmi tous les mails. Hmm. Parce que, en vrai, j'ai pas, je voudrais pas dire de bêtises par rapport à la proportion de mails supprimés sans être lus, mais honnêtement, je pense que peut-être 80% des mails reçus par jour sont supprimés, mis dans la corbeille sans être lus, parce qu'il D'accord. y a pas un objet de mail qui est accrocheur et Ah en oui, oui, avec oui. la ligne D'accord. éditoriale. Ils sont filtrés naturellement parce que déjà, ils sont mal construits, en Mais fait. voilà, et t'imagines pour un journaliste d'aller ouvrir tous les mails, Hmm. il pourrait même pas produire à côté. Enfin, c'est inhumain. Bah, tu Donc vois, déjà, moi, je croyais qu'ils avaient presque cette obligation de se dire, imagine, je passe à côté d'une info exclusive, quoi. non, bah, Mais c'est à toi en tant que communicant où tu mets le degré d'importance dans ton objet de mail ou dans ton mail pour que le journaliste salue ta tilt. paye. Ouais. Hmm. Voilà. Ou alors, si jamais il n'a pas été identifié, à toi d'aller le relancer. On va en parler après de Oui. comment, Oui. une fois qu'on a envoyé notre info, bah, on fait quoi derrière, tu vois? Donc, ce Ok. travail ne s'arrête pas au moment où on envoie un communiqué ou une info. Ok. Alors maintenant qu'on a compris comment travaillait un journaliste, comment étaient organisées les équipes de rédac, petite question, du coup, est-ce que si j'ai bien compris, si je devais reformuler d'ailleurs cette deuxième question pour résumer, donc on a parlé des rédac chefs, des rédacteurs en chef, des journalistes, des pigistes. En gros, c'est les différentes strates, enfin l'entonnoir comme tu disais. Est-ce que déjà, le bon contact à avoir dès le départ, c'est plutôt le rédacteur qui, lui, décide des sujets et ensuite envoie aux journalistes? Du coup, si je devais entrer en contact, c'est pas plutôt d'aller chercher les journalistes, mais c'est plutôt d'aller chercher le rédacteur en chef? Ça, déjà, c'est l'astuce, une Alors, première clé. oui et non, encore une fois, il y a... Non, mais en fait, si tu veux, oui, aller chercher le rédacteur en chef, peut-être dans les plus petites rédactions, dans les Ah moyennes, oui. je Mhm. trouve ça pertinent parce que du coup, c'est plus rapide. Mhm. Par contre, je reprends encore une fois Les l'exemple échos, des ouais. infos. Mhm. Je vais Tu peux pas pas. aller, ou alors je le mets éventuellement en copie si vraiment il y a un intérêt. Mais moi, j'irai vraiment, enfin, quand je travaille, je vais contacter le journaliste en charge de la thématique pour laquelle Mhm. je. Journaliste économie, journaliste Voilà. innovation, comme tu disais tout à l'heure. Ok, ça va dépendre de la taille. Ok, j'entends le critère, j'entends parfaitement le critère. Alors du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, avec cette infobésité, comment, quelle est la meilleure stratégie pour séduire un journaliste? Et quand j'entends séduire, c'est surtout au moins pour faire en sorte qu'il ouvre mon mail, quoi. Comment je fais? Alors, j'ai pas de formule magique, si ce n'est en fait du travail et effectivement des petites clés. Mm. Donc, en fait, à moins d'avoir une énorme actualité, enfin, tu vois, je pense notamment au lever de fonds, enfin, actualité financière, il faut vraiment avoir de la patience, il faut jouer de créativité et apporter, encore une fois, c'est le maître mot de l'info pertinente. Mm. Quelques clés néanmoins que je peux vous donner. Bah, déjà, le ciblage, c'est la première clé et tous les journalistes vous diront la même chose. C'est-à-dire que les journalistes aiment, alors pas par ego, mais par efficacité, ils aiment que l'on s'intéresse à eux et au sujet qu'ils traitent. Donc, avant de contacter ou d'envoyer une info à un journaliste, renseignez-vous sur les sujets qu'il traite, quel article il a rédigé et publié dernièrement, quel angle d'attaque
il a abordé pour pouvoir être sûr déjà qu'il rentre dans votre cible d'actualité. Donc, on oublie les fichiers où il y a 400, 500 journalistes, ça marche plus. Mm, mm. À moins, encore une fois, que vous ayez une énorme actualité. Et encore qu'il y a différentes manières de faire, on y reviendra tout à l'heure. La clé numéro 2, c'est le fait de leur faire gagner du temps. Trouver un angle d'attaque, d'entrée de jeu qui colle à leur ligne éditoriale, identifier éventuellement des témoignages, des verbatims que vous pouvez leur fournir, créer une photothèque avec des photos de bonne qualité, avec pourquoi pas, si le sujet s'y prête, des rushs vidéo, enfin, vraiment du contenu. On parlait de contenu multimédia tout à l'heure. Ouais. Mettez en valeur les principaux chiffres qui peuvent être parlants. En fait, servez tout, entre guillemets, sur un plateau pour optimiser votre chance d'être retenu, faciliter le travail. Vraiment, c'est une des clés que je peux vous donner, que le journaliste, en fait, il galère pas derrière. C'est hyper important. Et puis, troisième clé, réfléchissez à votre timing de diffusion. Quand est-ce que vous allez diffuser votre info? Ça, je crois que c'est une des clés les plus importantes, c'est le timing, quoi. Ouais. C'est le... Ah bah, elle est dans le top 3, hein. C'est-à-dire que Ouais. on évite de publier quand on sait qu'il va y avoir une actualité forte le même jour, et notamment dans votre secteur d'activité. Par contre, actualité peut être opportunité. C'est-à-dire, imaginez que en tant qu'hébergeur touristique, vous avez une actualité qui colle à la période de Noël, la période de Pâques. Eh ben, montrez que vous avez de l'actualité qui peut on va dire, S'insérer voilà, s'insérer, dans un merci. reportage, ouais. Exactement, parce qu'en fait, les journalistes, ils cherchent des liens à faire avec les grands moments, hein, les grands temps forts. Et si vous avez quelque chose qui est pertinent, qui est jamais vu, qui est un peu innovant, rigolo, enfin, en tous les cas, qui est différenciant, ils vont vous identifier de manière plus simple et plus rapide que si vous ne mettez pas de prétexte de communication, entre guillemets. Donc ça, c'est hyper important. Et après, un point qui est important, et j'en parlais tout à l'heure, c'est les stratégies de diffusion. En fait, vous pouvez choisir de diffuser votre info à tous les médias en même temps, mais Mhm. vous pouvez également choisir de l'adapter. Donc, il y a plusieurs techniques que je vais développer. J'espère que je ne suis pas en train de perdre les... Non, moi, en tout euh, cas, moi, je suis passionnée. Donc, non, mais en plus, on entend certains termes, tu sais, aux actus, aux infos. Parfois, on comprend pas. Enfin, on devine ou on va chercher l'info, mais là, je suis contente que tu remettes, tu vois, les contours de chaque terme et le rôle de chacun dans ce système, dans cet écosystème-là. Donc, non, au contraire, je suis ravie. Du coup, tu disais qu'on peut séquencer la diffusion d'une info. C'est ce que tu étais en train de nous dire. Du coup, on ouais, peut choisir des timings différents pour la même info, mais la diffuser différemment. ouais, tout à fait. Alors, il y a trois techniques, hein, principales. La première technique, je vais en parler, mais rapidement, parce que, bon, je l'utilise pas vraiment, mais pour que vous fassiez la différence, c'est ce qu'on appelle la technique de l'avant-première. C'est assez peu utilisé quand même en journalisme, mais et pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'engage pas à grand-chose, cette avant-première. En fait, quand vous proposez une info en avant-première à un journaliste, vous lui indiquez simplement qu'il l'a avant qu'elle soit officiellement diffusée plus largement, un peu comme une avant-première au cinéma. Euh, Mm. mais ça n'engage en rien, ça n'engage pas le journaliste à attendre on va dire, le jour de la diffusion exacte. Voilà, vous créez juste un petit lien avec le journaliste pour lui dire, ah, je vous donne un peu l'info en avant-première, mais elle va être diffusée un peu plus tard. Bon, après, on a une technique qui est beaucoup plus, on va dire, codée, ce qui est la technique de l'embargo. L'embargo, c'est une avant-première, mais en plus clair. En fait, lorsque vous donnez une info sous embargo à un journaliste, il va s'engager tacitement, hein, c'est dans les codes, à ne pas la diffuser avant la date prévue. Ça permet de faire quoi? Ben, en fait, aux journalistes d'avoir le temps de prendre contact avec le porte-parole, de rédiger son article, de poser les questions et de ne pas être pris, entre guillemets, au dépourvu le jour de l'annonce, en fait, officielle. Mhm. Là, il peut Ouais.
vraiment le temps. Généralement, moi, mes embargos, je commence à les faire 10 jours avant, 10-15 jours avant la levée la date de levée de l'embargo pour vraiment prendre la température et laisser le temps d'organiser les rendez-vous en off avant voilà, de publier officiellement. Et vous, en tant que diffuseur de l'info, ça vous garantit, hein, si jamais l'embargo est accepté de la part d'un ou plusieurs journalistes, ça vous garantit d'avoir une couverture le jour où vous dévoilez votre info. D'accord. Donc c'est quand même bien parce que ça vient appuyer en fait le jour J votre communication et ça vient apporter de la crédibilité Oui, à il y a du poids à ce moment-là, au moment du voilà, lancement, c'est plusieurs médias qui vont en parler en même temps, quoi. exactement. Finalement, tu synchronises tout. Ok. Ouais. Ouais. Tu peux le L'embargo, c'est cette faire. notion de synchronicité, quoi. Ouais, ok. Ouais, et cette notion de je prépare en amont et Oui, je laisse le temps. je laisse le temps et on le fait bien. On n'est pas dans Oui, il y la a cette notion de qualité. Ouais. On voilà. n'est pas dans la rapidité de sortir 3 lignes et on laisse aux journalistes de faire son vrai travail de recherche et de recherche journalistique. Ok. Ouais, D'accord. complètement. Et du coup, l'embargo, on peut le faire de manière, entre guillemets, alors multiple. C'est-à-dire, tu peux donner ton embargo peut-être à deux, trois médias clés. Je ne conseille pas de le faire à davantage de médias parce qu'après, tu peux vite t'embrouiller. Mais imaginons que tu te dises, ben, je sais que mon info, elle peut clairement plaire à un journaliste dans un média économique, un journaliste dans une radio, un journaliste dans une télé. Bah, tu peux en fait coupler tes embargos pour que le jour J, encore une fois, si tant est que l'actualité ait été retenue par les rédacs, tu peux avoir du coup un triptyque, si tu veux, de diffusion quoi, le jour J. Donc ça, Hmm. c'est vraiment hyper qualitatif. Et la dernière technique qui est un petit peu différente, c'est la technique de l'exclusivité. Là, vous ne donnez l'info qu'à un média. Ce qui est bien, c'est que, imaginons que vous ayez un sujet hyper spécifique, mais c'est pas un sujet non plus qui va aller plaire à tous les médias. Enfin, c'est quelque chose qui a une thématique particulière, un angle d'attaque vraiment précis. Bah là, je vous conseille de faire une technique d'exclus, c'est-à-dire que vous allez voir le média pour lequel vous voudriez vraiment avoir une relation particulière. Et vous lui dites, bah voilà, nous aujourd'hui on a traité ce sujet-là, aucun autre média n'est au courant, mais j'aimerais vous donner cet exclu à vous parce que la ligne éditoriale de votre média, elle est complètement compatible et je pense que ça va intéresser votre lectorat. Mhm. Et ça, c'est très pertinent en fait quand on a peut-être de la micro-information pour arriver à placer quelques sujets phares dans un ou deux médias hyper spécifiques et thématisés. Ok. Et dans ce cas-là, typiquement, bon, qui dit exclu dit normalement, ben, tu donnes l'exclu qu'à un média. La logique voudrait ça. Comment tu fais? Est-ce que là, tu peux t'autoriser à relancer assez rapidement le média pour dire, bon, je t'ai donné l'exclusivité, tu la prends pas. Si tu la prends pas, bah, je la donne à quelqu'un d'autre, quoi. Oui, Et tu peux faire ça? Ça fait partie des habitudes, des codes? tu mets les formes, mais oui, on va dire que le résultat est le même, c'est-à-dire que tu peux très bien dire, ben voilà, nous, cette actualité, enfin cette pas cette offre, mais en tous les cas, cette proposition, je vous propose d'y réfléchir d'ici la fin de la semaine et je me permettrai de vous rappeler en fin de semaine pour en discuter. Et dans ce cas-là, tu prends la température, tu vois déjà si le journaliste a répondu par mail, et puis si du coup tu te dis est-ce qu'il faut que je le rappelle, est-ce qu'il faut que j'en parle davantage avec lui, peut-être par téléphone, et tu sens vite en fait si l'actu l'intéresse ou pas. Il va te le dire. Donc, toi, si jamais tu t'es pris un revers, bah, tu peux très bien avoir un plan B et un plan C, mais tu le fais Mm, mm. de manière hyper séquencée. C'est-à-dire que tu vas pas jouer sur deux tableaux en même temps. Tu Oui, attends d'avoir ton retour avant d'aller te ouais, ouais. tourner vers un autre média. D'accord, ok. Euh, Alors maintenant, si on pouvait rentrer dans quelque chose d'encore plus concret, déjà que tu nous as donné des clés pour moi qui sont quand même déjà très concrètes, euh, si tu devais contacter des journalistes pour mettre en lumière un hébergement touristique, quels angles inédits irais-tu chercher? Parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver un angle attractif. En vrai, c'est ça le plus dur, quoi. C'est se mettre à la place du journaliste. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu ferais toi?
Chaque hébergement en fait touristique a une identité propre, a une histoire à proprement parler. Donc je peux pas donner pas des lieux communs si tu veux. Mm. Par contre, ce que je pourrais conseiller d'un point de vue contenu, c'est de toujours, toujours, toujours trouver un angle d'attaque. Réfléchissez à ce qui vous différencie d'un autre hébergement touristique. Est-ce que ça va être l'architecture du lieu, avec peut-être un architecte, un designer reconnu, ou qui a une patte qui est innovante, qui me donne un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que les gérants ont un profil intéressant? Pourquoi pas une reconversion? Est-ce que vous avez un positionnement qui est fort, par exemple au niveau de la restauration en circuit court? Vous faites du tout bio, vous faites de l'emploi responsable. Je sais pas, vous faites appel uniquement à des personnes en situation de précarité pour travailler dans votre lieu d'hébergement touristique. Est-ce que vous mettez en place des partenariats qui donnent une valeur ajoutée à votre lieu d'accueil, avec typiquement des expériences qui sont à tester uniquement chez vous et qu'on ne retrouve pas chez le voisin? Est-ce qu'il y a un événement phare que vous pouvez organiser? Voilà, tout ça, Mhm. posez-vous sur qu'est-ce qui fait que mon hébergement est différent, et qu'est-ce qui fait que tel journaliste va vouloir en parler à ses lecteurs. Je me mets à la place du journaliste, je dois donner de l'info, des petits conseils pratiques ou des adresses à mes lecteurs. Pourquoi est-ce que moi, en tant que lecteur, j'aimerais connaître cette adresse? Voilà. Mhm. Ouais, Donc, d'accord. après, dans votre manière de parler aux journalistes, peut-être faites un top 5 ou un top 10 de journalistes que vous voulez vraiment adresser, et proposez-leur un voyage de presse. Invitez-les à découvrir votre lieu vraiment de l'intérieur, vivre toute l'expérience client, entre guillemets, que vous proposez à vos clients. Et l'avantage, c'est que si vous arrivez à faire venir déjà 2 ou 3 journalistes clés, déjà vous tisserez des liens privilégiés avec eux. Dans relation de presse, on a quand même le mot relation. Donc, Mhm. j'encourage. C'est des coûts, hein, faire venir, notamment si vous habitez si votre hébergement est en région, généralement, les journalistes sont à Paris. Donc, c'est un coût de faire venir un journaliste de Paris pour l'héberger pendant 2, 3 jours, lui faire connaître des activités. Mais il peut y avoir un vrai retour sur investissement derrière en termes de notoriété. Oui, Puis, là-dessus je te rejoins, ouais, tout à fait, parce que quand j'étais en office de tourisme, on a eu organisé justement, enfin ma collègue chargée de la presse a eu organisé des voyages de presse, effectivement, où ils étaient généralement moins de 10 et il y avait effectivement tout un programme qui était organisé, toute une logistique qui était faite, mais derrière, effectivement, il y avait des retombées, quoi. Et ça permet effectivement de mieux se connaître, d'apprendre à mieux se connaître, de nouer une relation vraiment solide. C'est comme ça qu'effectivement, ça peut démarrer, ouais, tout à fait. et puis même derrière, tu vois, même si dans l'immédiat, il n'y a rien, il n'y a pas de papier qui est produit, tu sais quand même que tu auras créé une relation, enfin en tous les cas une expérience qui est différente. Et quand tu recontacteras le journaliste en question, il va se rappeler de toi, Mm. de ton lieu. Donc finalement, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Moi, j'encourage vraiment, notamment dans le milieu du tourisme, à faire ça. D'accord. Parlons relance journaliste, si tu veux bien. Tu as deux, trois petits tips, peut-être petites astuces à nous donner sur la relance journaliste. C'est, je crois que c'est toujours dur, en fait, d'arriver à me pondérer, à mesurer à quel moment t'es relou et à quel moment, en fait, t'es OK, quoi. Mm. C'est quoi la bonne fréquence? Est-ce que la fréquence de relance, elle est liée à la fréquence de publication du média? Tu vois, la fréquence de diffusion, déjà? Alors, oui, ça peut être clairement lié parce qu'en fait, quand tu as typiquement un média mensuel, tu sais qu'ils vont boucler 2 à 3 mois avant. Ça veut dire quoi boucler? Ça veut dire que imaginons là, les mensuels qui travaillent pour sortir leur média à Noël, bah en fait, il est quasiment bouclé, si ce n'est, il est C'est déjà fini, là, ouais. Mm. bouclé. Donc déjà, tu dois anticiper tes relances en fonction de la fréquence de publication du média, première chose. Après, c'est vrai que faire des relances journalistes, on va pas se mentir, c'est tout un art, mais c'est pour moi
90% de la réussite d'une campagne. On l'a dit, hein, t'envoies un mail, un communiqué, tu es parmi les 300-400 mails jour que le journaliste y reçoit. Si derrière, tu ne relances pas une fois, deux fois, trois fois, encore une fois, on verra comment ne pas être loup, mais tu auras du mal à être identifié si tu as une petite structure. Donc déjà, première chose, recontacter chaque journaliste personnellement. Ne me faites pas des mails groupés. Vous Mm. lancez un média, un journaliste, c'est bonjour nom de famille ou bonjour prénom avec en objet de mail des mots-clés Mm. pertinents pour la ligne éditoriale. Déjà, c'est un premier filtre. Après, on va pas se mentir, même moi qui fais des RP depuis 15 ans, les journalistes ne me répondent pas systématiquement. Mm. Parfois, je dois les relancer 3 fois, 4 fois, mais sur une durée enfin, moyen terme, long terme. Donc, typiquement, allez-y avec modération. Vous pouvez tenter un premier mail. Si jamais vous avez les coordonnées, vous pouvez appeler, mais préparez votre pitch d'accroche. Allez droit au but. Ne faites pas perdre du temps aux journalistes. On oublie les bonjour, j'espère que je vous dérange pas, je vous appelle, je vous ai envoyé un communiqué. Non, on y va, on va droit au but. Bah voilà, je vous appelle, je sais que vous gérez telle rubrique dans tel média ou que vous traitez de papier sur telle thématique. Voilà moi qui je suis et ce qui peut être pertinent pour vous et votre lectorat. Et là, vous exposez l'actualité et les valeurs ajoutées. On va droit au but. Donc, Ok. ça, c'est hyper important. Et puis, bah oui, parfois, un appel ne suffit pas. Et en moyenne, il faut 3 à 4 appels avant d'espérer avoir une touche. Donc, on est vraiment sur du long terme. C'est ça qu'il faut Ouais. retenir. C'est qu'on est sur la stratégie. On construit une relation. Et une relation, elle ne se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que, bah oui, ce coup-ci, ça va peut-être pas marcher. Vous n'avez peut-être raté la période de bouclage. Mais on a le contact. Et on va le nourrir. Et on va l'entretenir. C'est ce qu'il faut, je pense, retenir dans la notion de relation, presque, comme tu le disais. C'est que c'est une relation qui doit s'entretenir et qui doit être respectée dans les deux sens, quoi. Mm. Voilà, ouais, ouais. On ne harcèle pas, mais on apporte de l'info. Et derrière, de toute manière, naturellement, enfin, je veux dire, si à un moment donné, au bout de 3, 4 fois, le journaliste il répond pas, ben, on va le laisser tranquille. Et puis peut-être Mm. qu'à une future occasion, on reprendra contact. Parce qu'en fait, faut pas oublier que, enfin, c'est avant C'est tout des humains. C'est des exactement. humains. C'est Ouais, des humains. voilà. Et ils ont besoin d'être respectés. Tout à l'heure, tu parlais d'ego, tu sais, pour qu'on s'intéresse à eux. Mais je pense que c'est une forme de respect, tout simplement. C'est juste se dire, j'apprécie la qualité de votre travail. Du coup, et je me doute que votre temps est précieux. Donc, je me dois de respecter votre temps. Tu disais, le job, c'est de leur faire faciliter et gagner du temps. Mais c'est une forme de respect, en fait. De la même manière, quand tu dis oui au téléphone, les 30 premières secondes, si déjà elles servent à rien, bon, bah, tu l'as déjà fait perdre 30 secondes quoi, dans sa journée. Ce que tu disais, aller au but, aller droit au but, c'est une forme de respect. C'est vrai que moi, je suis un peu pareil. Quand on m'appelle et qu'on, pendant 2 minutes, on parle de la pluie du beau temps, honnêtement, ça me saoule déjà, hein. Voilà. Et déjà qu'un appel, je trouve ça maintenant un peu trop intrusif. C'est un appel non programmé. J'ai déjà un peu de mal, moi, avec ça. Mais parce qu'on court tous après le temps, quoi. Et du coup, respectons le temps des autres, en fait. Je pense, et effectivement, ce sont des humains. C'est effectivement, ce sont des humains. Je vais rebondir sur une chose. Tu as dit relancez-les par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Tu as quelques astuces pour nous aider à trouver. Et tu as dit faites un top 5, un top 10 de vos journalistes chouchous, quoi. Je vais te dire, les plus pertinents pour nous. Comment on fait pour se construire ce petit fichier, là, ce petit carnet de contact? Alors déjà, il y a premièrement le réseau, mais quand on n'en a pas, eh ben, il faut partir un peu à la pêche aux infos. C'est vrai que c'est hyper important de prendre le temps de composer son fichier qualifié. Donc, il y a des logiciels hein, que vous pouvez payer enfin, par abonnement. Je pense à DataPress, Sizio, Hmm. qui, bah, voilà, c'est des C'est bases. les plus gros du marché, ouais. Hmm. Voilà, moi, typiquement, je fais appel à DataPress, mais ça va pas suffire. En tous les cas, il faut quand même aller compléter parce que
Malheureusement, parfois, c'est pas toujours à jour. Donc, il faut quand même avoir l'intelligence d'aller en parallèle checker le journaliste aujourd'hui à l'instant T où il en est pour vérifier qu'on n'est pas hors des clous et que voilà, il travaille toujours dans la thématique qui est indiquée dans mon logiciel. Enfin, il y a quand même moi, en tous les cas, pour moi, il y a une vérification manuelle qui est systématique. D'accord. Comment je fais pour vérifier? Il y a plusieurs méthodes, hein. Alors, la méthode un peu old school, c'est d'aller en kiosque, hein, d'acheter les médias qui vous intéressent. Vous jetez un œil à l'ours, qui est un petit encadré au début de chaque magazine, Oui. qui indique le nom de toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont pris part à la confection du numéro. Et donc, vous allez avoir l'éditeur, le directeur de publication, les rédacteurs, l'imprimeur, avec parfois les coordonnées directes. Oui. Donc, si jamais ils les mettent, déjà les coordonnées directes, c'est qu'ils sont ouverts à ce que on les contacte. Donc ça, c'est une bonne, déjà un bon indice on va dire, Un feu vert, quoi. C'est un un, peu ouais, vert, voilà. c'est un feu vert, ouais. Tout à fait. Et puis, la méthode cherchée sur Internet, hein, c'est que peut-être vous tapez des mots-clés sur Internet et dans Google Actualité et vous regardez déjà un petit peu les médias, les journalistes qui parlent de vos thématiques. Ça va vous permettre d'aller identifier déjà un listing qui va être qualifié. Et puis, vous cherchez leurs coordonnées. Alors, parfois, vous trouvez sur Internet les mails ou alors si vous ne parvenez pas à les trouver, vous pouvez checker leur compte sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais. tenter de les contacter par ce biais-là. Par contre, attention, parce que tous les journalistes ne veulent pas être contactés sur typiquement leur Instagram, leur compte Twitter X, leur LinkedIn. Donc, il faut vraiment être vigilant et veiller à bien regarder que tous les signaux sont ouverts. Par exemple, sur Instagram, parfois, il est indiqué que les journalistes ont un compte perso. Donc, ne les contactez pas pour du pro. Enfin, respectez, Mm. encore une fois, on parlait de la notion de respect. Trouver un autre moyen de le contacter. Des fois, les pigistes ont des CV en ligne où vous pouvez les contacter. Enfin, en fait, tout bon indice est bon à prendre. Et après, vous composez avec tous les moyens que vous avez pu mettre en œuvre. Mais quand même, le plus global, c'est quand même d'avoir une base de données ou alors de faire appel à un attaché de presse qui, lui, a cette base de données, quoi. Enfin, en tous les Mm. cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que le ciblage, il est encore une fois Il est très clé. Ouais, important il est et clé. il ne faut pas vous louper. Sinon, vous pouvez être blacklisté derrière très rapidement. Mm. Moi, j'aime beaucoup, même si on peut la qualifier de old school, mais le fait d'aller chercher les médias va plus loin que juste aller chercher les coordonnées, c'est lisez les articles. Regardez comment ils les construisent. Regardez leurs touches, leurs signatures, leurs pattes. Et faites-le plusieurs fois pour bien comprendre, pour essayer de... C'est le meilleur moyen de se mettre à la place. En marketing, on parle souvent de faire des personas marketing, donc des portraits robots de ces publics cibles. Bah, voilà, faites vos personas de journalistes. Et ah tiens, Laura, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Elle est sur telle thématique, elle adore ça. Et elle fait parfois référence. Enfin voilà, on voit qu'elle est maman, parce que des fois, tu sais, sur les versions web, on voit dans la biographie du journaliste ses derniers articles, où on voit aussi, enfin, des fois, il y a un peu des petites touches perso, elle aime la glace, enfin, je dis, voilà, ils adorent le cinéma, parfois, ils partagent un peu leur hobby. Bah, ça va t'aider, ça. Ça permet de vraiment construire cette espèce de persona journaliste et effectivement se mettre à sa place et donc se dire comment moi je peux l'aborder, ouais, effectivement. De créer du lien. En fait, Trop bien, il y a une connexion, ouais, tout à fait. tout à fait. Tu Ok. t'y intéressé, donc il y a déjà cette première étape qui est passée. Enfin, tu l'as pas contacté au hasard. Il ou elle sait que si tu l'as contacté, c'est qu'il y a un intérêt éditorial derrière pour le média dans lequel il travaille. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est aussi ce qu'on dit souvent pour les influenceurs aussi, c'est il n'y a rien de pire en fait qu'on te contacte en te parlant d'un truc qui est totalement hors sujet. Moi, je le vois, hein, et je pense que toi, c'est pareil. Parfois, on vient me contacter en me proposant quelque chose, mais en fait, t'as même pas vu déjà que j'étais toute seule. En fait, on me propose, tiens, pour votre équipe, l'autre fois, je l'avais mis sur LinkedIn, c'est la fin d'année, pensez au team building, pensez à réunir, faites un workshop avec toute votre équipe, etc. Et je lui dis, mais en fait, je suis toute seule. Tu t'es complètement trompée, là. Ton message, il est chouette, hein, mais tu t'es totalement trompée de cible. Et du Et coup, donc, bah, crédibilité zéro. et ta réaction, c'est quoi derrière quand tu as un mail? Alors,
Alors, en temps normal, je clash. D'habitude, je clash et je peux être assez virulente en disant vous êtes totalement trompé. Du coup, pour moi, vous n'êtes pas pertinent. Et merci, au revoir. Là, je me suis dit, cette personne, elle a un bon message. Son message était pas mal. Franchement, il était bien construit. Si j'avais été la bonne cible. Et du coup, je dis, bah, je suis désolée, votre message, il m'a l'air très intéressant, mais en fait, je suis pas la bonne cible. Par contre, ça tombe bien. Je suis formatrice en marketing et un de mes projets, une de mes missions, c'est de former les gens à trouver la bonne personne, à l'identifier et la contacter. Et finalement, moi qui d'habitude vais plutôt au clash sur ce type de maladresse, là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être une opportunité pour toi. Et peut-être que ça peut devenir une cliente finalement. Bon, au final, elle m'a dit merci, désolé, et c'est tout. Mais bon, voilà, c'est la première fois que je réagissais comme ça, et je me suis dit, bah, plutôt que de m'énerver inutilement, je me suis dit, allez, autant des fois que ça peut marcher, elle va se dire, bon, bah, elle est sympa, elle m'a prévenu, quoi. Voilà. Je te pose la question parce que comment ils réagissent les journalistes, tu vois, Ah, mais c'est ça. Bah, voilà, c'est une insulte. En ouais, fait, tu m'insultes. Tu ne prends pas le temps. Tu, tu, tu m'as mis un numéro parmi, tu sais, les 300 journalistes que tu as évoqués en début d'interview. C'est ça, en fait. Pour toi, je ne suis qu'un numéro, je ne suis pas une personne. C'est ça, en voilà, fait. voilà. Donc, C'est du coup, exactement ça. tu te décrédibilises vis-à-vis de ton interlocuteur. Ton interlocuteur va mettre le mail dans la corbeille. Au pire, il va te blacklister, il va dire je veux plus recevoir Mm, de mail de cette personne-là. Tu n'auras rien gagné et en fait, tu auras même perdu du temps. mm. Donc, fais déjà ce travail-là. Voilà, ça va être le mot un peu de la fin dans les bonnes pratiques, mais faites vraiment ce travail de ciblage qui est la base pour déjà débuter des RP. Bien connaître son interlocuteur. Voilà, connaissez Mm. bien, renseignez-vous et derrière, ayez un angle d'attaque, mettez-vous à la place du journaliste pour le contenu et relancez de manière intelligente. Voilà. Merci pour ce récap de cet épisode. Merci beaucoup pour tout ton temps, Marie. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup papoté, mais c'est un sujet, je sais qu'il est attendu. Je te l'ai déjà dit. Les relations presse. Là, ici, dans notre audience, on a des hébergeurs touristiques, des offices de tourisme qui ne sont pas forcément des grosses structures, qui souvent sont des personnes qui font elles-mêmes leur com, leurs réseaux sociaux, etc. Et les relations presse, alors là, c'est une montagne. Et aujourd'hui, grâce à toi, bah, on a fait un peu la théorie des petits pas. Tu nous as aidé à gravir marche après marche vers cette montagne et qui va devenir petit à petit, j'espère, une colline plutôt qu'une montagne. Et si on veut en savoir plus sur les relations presse, si on veut connaître tous tes secrets, tous tes contenus, etc., comme je l'ai dit en intro, voilà, t'es revenu à fond sur LinkedIn, tu te délivres énormément de conseils comme ici. Du coup, je vais mettre bien évidemment le lien de ton LinkedIn, mais aussi, nouveauté. Bon, à l'heure où on enregistre, c'est pas encore mis en ligne, mais à l'heure où l'épisode sortira, ce sera déjà fait. Tu as lancé ton podcast qui s'appelle L'Impertinente. Tu nous en dis deux mots pour terminer? Ouais, et ben écoute, L'Impertinente, c'est effectivement un podcast vidéo qui donne la parole directement aux journalistes. Donc l'idée, c'est que je suis en face à face avec eux, donc à chaque fois un journaliste par épisode, et chacun va me donner des clés pour raconter son quotidien, les contraintes qu'il a, ses attentes. Comment est-ce qu'on va améliorer la relation communicant-journaliste pour vraiment élever tout le secteur et donner des clés, en fait, encore une fois, pratiques pour améliorer cette relation, en fait, que nous, en tant qu'attachés de presse communicants, on a au quotidien avec les journalistes aujourd'hui. C'est vrai que tu parlais du fait que je prends beaucoup la parole via LinkedIn. Moi, je prends la parole en tant qu'attaché de presse et je dis, les journalistes, ils attendent ça, ils veulent ça. Mais finalement, Il personne te ne remercie, la je pense, parole. d'ailleurs, en off. Oui, Ouais. oui, oui. Effectivement. D'ailleurs, j'ai eu un retour d'une journaliste qui m'a dit j'ai intégré quelqu'un dans ma rédaction qui est en stage chez nous, qui est à l'EFAP, et elle lui a conseillé d'aller voir mes dernières publications pour gagner 3 ans dans son cursus. Excellent. Ça m'a fait rire, mais en tous les cas, je suis très contente que mes conseils pratiques informent et soient utiles. Mais la valeur directement des personnes, enfin, de la parole des personnes intéressées, typiquement qui sont les journalistes, elle est pour moi inestimable. Donc Eh j'ai oui. voulu, avec l'impertinente,
donner la parole effectivement aux journalistes et puis créer une petite relation sympa et dédramatiser aussi un petit peu tout ce côté comment je contacte un journaliste, comment je fais. Voilà, c'est eux qui en parlent le mieux. Donc, Du coup, pour tout ce qu'on vient de dire sur la fin, à savoir cibler les journalistes, apprenez à les connaître, identifiez-les, mettez-vous à leur place, finalement, il suffit de suivre ton podcast. oui, voilà. Alors, le podcast va être normalement au format mensuel, mais voilà, c'est l'idée. Mais comme tu sais, hein, ça prend du temps. Après, il faut inviter les journalistes, il faut qu'ils aient le temps de venir. Donc voilà, idéalement, une fois par mois, vous retrouverez un profil différent. Ça peut être un rédacteur en chef, un pigiste, voilà, enfin, ça peut être vraiment des gens qui travaillent dans la télé, dans la radio, la presse écrite, le web, enfin, vraiment des profils différents avec des questions différentes que je leur poserai. Donc voilà, vous retrouverez ça sur LinkedIn et normalement, il y aura au moins 2 épisodes à l'heure où toi, tu sortiras notre échange sur ton podcast qui vont être déjà publiés via LinkedIn et via YouTube. Super, super. Un grand, grand merci à toi, Marie. Et j'en profite aussi pour dire que grâce à toi, j'aurai au micro la semaine prochaine, dans le prochain épisode, Prune, la rédactrice en chef du magazine Beau Quartier. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, comme quoi, la force du réseau, hein, encore une fois. Mais voilà, donc on aura, les auditeurs auront du coup, grâce à toi, et le point de vue attaché de presse et un point de vue rédactrice en chef. Et ça, pour moi, c'est une vraie pépite. Donc, encore une fois, merci pour tous tes conseils. Merci pour ta transparence. Merci pour ta générosité. C'était un vrai épisode pépite, comme j'adore ça. Vraiment, on a c'est un plan d'action. On a du pratique. On est concret. Et ça, c'est des épisodes que j'adore. Et voilà, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce caractère innovant que tu amènes dans la presse, dans le métier d'attaché de presse. C'est vrai que moi, je t'ai connue avec les Comme à lundi, j'en ai parlé dans l'intro de l'épisode, mais voilà, tu as des cartes blanches à la radio, tu as toujours un temps d'avance, et ça, je trouve ça génial d'un point de vue de ce métier attaché de presse, donc bravo à toi. Et vraiment, j'ai hâte de te suivre sur tes prochaines aventures. Merci à toi, Yann, c'était vraiment plaisir de partager cet échange avec toi et effectivement, j'espère avoir pu donner des clés, vraiment des clés concrètes à tous les auditeurs qui vont être au rendez-vous pour cet échange. Eh bien, écoute, merci à toi et puis bon lancement à l'impertinente. Merci, à bientôt Yann. À bientôt, salut. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. Je vous l'avais promis, hein, je vous ai pas menti, c'était une véritable masterclass. Vraiment, merci à Marie, encore une fois, d'avoir partagé toutes ces clés concrètes. J'espère que vous en ressortez vraiment avec des pistes pour apprendre à maîtriser les enjeux d'une véritable stratégie de presse, de l'imaginer dans votre stratégie, comment vous pouvez implémenter les relations presse dans votre stratégie globale. Et j'ai envie de dire aussi que vous allez apprendre à mieux prendre contact avec les journalistes, ne pas oublier la dimension humaine, la dimension émotionnelle aussi, prendre en compte et respecter votre interlocuteur, et ça commence par simplement s'intéresser véritablement et authentiquement à cette personne. Et puis quant à moi, si cet épisode vous a plu, aujourd'hui je vais pas vous demander de mettre une note 5 étoiles et un commentaire, ça bien entendu, vous savez que vous avez la possibilité de le faire. Par contre, étant donné la qualité de cet épisode, j'ai vraiment envie de vous inviter à 2 choses. Commentez et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir remercier Marie directement, notamment sur LinkedIn, là où elle est très présente. Dites-nous coucou, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous ce que vous avez éventuellement appris et ce que vous avez peut-être envie de mettre en place. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous demander de partager cet épisode, partagez-le, relayez-le à toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de comprendre l'enjeu de la stratégie presse et comprendre comment on peut contacter des journalistes de manière efficace et productive. Voilà, je terminerai cet épisode comme ça et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Un grand merci d'écouter tous ces épisodes de podcast que je vous prépare avec amour depuis bientôt 2 ans. Et encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.